Donc, on est content d'accueillir Harold Benjamin, qui fait un postdoc à Galway, en Irlande. Et une des raisons pour laquelle on l'a invité, c'est qu'il travaille sur la porosité, notamment. Il va nous montrer un petit peu ses travaux, mais ça rejoint carrément ce qu'on a fait avec Johannes Echel, et puis ce qu'on fait actuellement avec Tristan et Rémi. Donc, on va suivre la présentation avec grand intérêt. Harold, je te cède la parole. Merci. Merci pour l'invitation. D'abord, c'est un plaisir. C'est des choses qui sont assez rares ces temps-ci, donc faut en profiter. Quelques mots pour me présenter. Donc, j'ai fait ma thèse à Marseille. J'ai soutenu en 2018, mais ça n'a rien à voir avec la biomécanique, puisque j'ai soutenu ma thèse sur l'acoustique dans les géomatériaux. Donc ça englobe le béton et les roches sédimentaires. C'était une thèse d'acoustique non linéaire dans laquelle j'ai fait principalement de la modélisation et de la simulation. Et puis bon, après quelques années à Marseille, j'ai été donc recruté pour un postdoc en Irlande, Galway. Oui, on dit Galway d'ailleurs. Ah, pardon. Non, mais on ne peut pas savoir, hein, personne ne sait. C'est pas excusez-moi, Ouais. vous partagez pas l'écran? Ah, zut. Ah. C'est bon, Anthony? Non. Je crois qu'il fallait sélectionner l'écran. Ah oui, l'écran. Je vais faire oui. Avant, ça marchait bien, non? C'est bon. Ah, c'est bon? Ok, ça va. C'est bon, merci. C'est reparti. C'est reparti alors. Donc bon, ça c'était pour ma thèse. Donc mon postdoc, c'est en Irlande. Donc Galway, en fait, c'est la même hauteur que Dublin, sauf que Dublin est sur la côte est, juste en face de Liverpool, et Galway est sur la côte ouest, donc juste en face de rien du tout, en fait. Et, de New York. Oui, voilà. Ou je sais pas ce qu'il y a en face, c'est le Canada ou. Enfin, bon, alors là, la photo, c'est le bâtiment principal du campus, qui est un bâtiment du 19e siècle, parce que la reine Victoria avait décidé de construire tout un lot d'universités en Irlande. Donc en fait, il y a la même à Cork, quasiment le même bâtiment, tout ça. Mais donc c'est juste un bâtiment comme ça, rectangulaire, et c'était tout ce qu'il y avait à la base. Donc là, maintenant, il y a un grand campus avec plein de bâtiments tout autour. Nous, on n'est pas là-dedans, on est dans un bâtiment à part. Alors d'ailleurs, le photographe s'est arrangé pour prendre la photo le seul jour où il y a du soleil dans l'allée. Non, mais c'est une image de synthèse là. C'est pas du Photoshop, je crois pas, mais voilà, c'est des choses très très rares, c'est à signaler quand même. Donc Galway, c'est une ville de 80 000 habitants environ, avec 18 000 étudiants et 3 000 personnels à l'université. Donc on peut carrément dire que c'est une ville universitaire. Et en mathématiques, donc dans mon département, il y a une trentaine d'enseignants-chercheurs, mais ça va algèbre, topologie, probabilité, enfin, ça recouvre tout le spectre des mathématiques. Donc en mécanique, on est très peu nombreux. Voilà, on est une poignée. Alors, la suite après la pub. Donc on organise la conférence de mécanique du solide européenne, donc de Euromec, l'été prochain, et vous pouvez encore soumettre des abstracts jusqu'à ce vendredi. Donc, il y a plein de sessions, je crois qu'il y a même une session de biomécanique, des sessions d'acoustique, et ce sera une conférence formidable si, bien sûr, toutes les conditions sont réunies pour qu'elle ait lieu. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a un article, Gabriel? Donc, pour en revenir au cœur du sujet, mes travaux sont principalement motivés par l'étude des traumatismes crâniens.
Alors, souvent, on emploie aussi le mot commotion cérébrale, mais c'est la version, on va dire, un peu bénigne du traumatisme crânien qui vraiment englobe tous les différents types de traumatisme. Donc, c'est quelque chose qui est très fréquent dans les transports et dans le sport aussi. Et c'est une cause de mortalité, d'handicap, qui est une des causes majeures, hein, vraiment, c'est terrible, notamment avec les sports avec des impacts, et puis les transports, les voitures et tout ça. Donc les accidents des transports sont souvent cause de traumatisme crânien. C'est quelque chose qui est encore très mal compris, en fait. Les causes des traumatismes, comment on peut quantifier un traumatisme, c'est quelque chose qui est très, très mal compris et donc qui est encore l'objet de beaucoup de recherches. Notamment pour ce qui est des critères de blessure, parce qu'on fait des crash tests, on va mettre un mannequin dans une voiture, on va envoyer la voiture contre un arbre, sauf que on peut mettre des accéléromètres sur le mannequin, mais on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, donc ça c'est un grand mystère, on va voir si on peut s'en approcher un peu. Donc, pour faire simple, hein, les traumatismes crâniens, il y a essentiellement 3 causes principales. La première, c'est par exemple une explosion, donc une onde de choc qui se propage dans l'atmosphère et puis qui après se propage dans le crâne, enfin, dans la tête. Les traumatismes de type accélération-décélération de la tête, donc ça c'est typique des accidents de voiture. Et ensuite, les impacts directs, donc ça c'est typique du sport, par exemple la boxe, hein. Mais dans les accidents de voiture, on les retrouve aussi. Donc à chaque fois, c'est une onde de forte amplitude qui vient endommager le cerveau, donc c'est une cause purement mécanique. Voilà, donc là on voit d'ailleurs dans ces coupes, on voit le crâne, la boîte crânienne, le fluide qui enveloppe le cerveau et donc le cerveau aussi, avec les différentes parties. Alors je ne suis pas du tout médecin, donc ne me demandez pas de les nommer. Alors, et donc ce qu'on observe aussi, c'est quelque chose de mécanique, hein. Donc il n'y a pas seulement la cause qui est mécanique, mais le phénomène est purement mécanique aussi, on va dire dans un premier temps, c'est un problème de mécanique. Donc à gauche, ça c'est on va dire l'impact direct, hein. Donc cette cascade est réalisée par des professionnels, ne la reproduisez pas chez vous. Donc à droite, c'est ce qu'on appelle la blessure secondaire. Donc ça, c'est plusieurs minutes, heures après un traumatisme important. On peut avoir donc des hématomes dans le cerveau qui créent un gonflement du cerveau et du fait de la boîte crânienne qui limite l'expansion du cerveau, en fait, ça aggrave considérablement la blessure et donc c'est catastrophique comme ça se passe. Donc ça, c'est un boxeur anglais, il me semble. Le combat de boxe a été interrompu très tard par l'arbitre et donc il a eu des blessures assez sévères au cerveau et on voit là le gonflement de la tête. Voilà. Alors, donc, parlons de mécanique. Hein, qu'est-ce qui est la cause des traumatismes crâniens? Donc là, il y a plusieurs hypothèses qui ont été formulées. La première, c'est qu'en fait, il n'y a peut-être même pas besoin de taper comme un sourd sur la tête de quelqu'un pour créer un traumatisme crânien, que finalement, un mouvement d'amplitude raisonnable et sans être un mouvement très brutal peut causer un traumatisme crânien parce qu'en fait, l'onde va se propager et au cours de sa propagation, un choc va se former. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on voit sur l'image ici. En fait, c'est une manip qui a été faite sur un cerveau de bœuf. Donc, sur le bord du cerveau, ils ont, avec un émetteur ultrason, ils ont créé un mouvement de cisaillement parfaitement régulier. Donc, c'est un sinus avec une enveloppe. Hein. Et puis, il y a quelques centimètres plus loin, là, même pas quelques centimètres en fait, hein, c'est très proche de l'émetteur. Eh bien, on a la formation de choc. À des distances finies. Voilà. Donc en fait, ça, si c'est un signal de vitesse, l'accélération, c'est la dérivée en temps. Donc c'est aussi, d'une certaine manière, relié au gradient.
Là, on a des accélérations qui deviennent très très grandes, alors qu'on a mis quelque chose qui était sinusoïdal, qui avait une accélération qui était petite. Donc, il y a une sorte de, comme ça, d'amplification de l'accélération qui peut être complètement dévastatrice pour les tissus. Deuxième hypothèse, c'est la focalisation des ondes. Donc ça, ce sera plutôt quelque chose de géométrique lié à la forme de la tête. Je peux te poser une petite question? Oui. Cette manip, elle a été réalisée par qui alors du coup? Donc ça, c'est un groupe qui est aux États-Unis, à University of North Carolina. Ah oui, ok. C'est Pinton. ouais, Gianmarco Pinton. Gianmarco, ouais. Et voilà, donc leur deuxième hypothèse, c'est en fait l'effet lentille de la tête, d'une certaine manière, avec cette forme, qui fait que bon, si on lui impose un mouvement, eh bien, les ondes elles vont se concentrer au centre. Et donc, peut-être, en se concentrant au centre, créer des amplitudes plus fortes que le mouvement qu'on avait imposé initialement. Et donc là, un troisième effet, qui peut-être ne s'applique pas à tous les types de traumatismes, c'est la cavitation. À forte amplitude, donc il y a du fluide, il y a du solide. Il peut y avoir donc, des espaces qui se créent à l'intérieur avec du gaz, donc, ou de l'air, enfin on ne sait pas. Donc ça, c'est un phénomène qui est encore complètement, qui n'est pas très peu observé. C'est une question encore assez ouverte. Voilà. Mais donc, je vais principalement parler aujourd'hui du premier, donc la formation de choc. Voilà. D'accord. Parce que ce serait de la cavitation réalisée par des ondes de cisaillement? Non, c'est autre chose. Pour le coup, cavitation serait plutôt les ondes de pression. Ouais, ça, dans le fluide. Ça marche. Ouais. Donc, bon, alors le but de mes travaux, c'est d'améliorer la modélisation et les modèles numériques. Donc là, on a un modèle de tête de l'état de l'art, on va dire. Donc là, c'est juste la partie cerveau avec donc un maillage élément fini, les différentes zones du cerveau qui ont un comportement légèrement différent, mais globalement, c'est un modèle qui est un modèle de mécanique du solide, avec une géométrie simplifiée, et le comportement des différents éléments, c'est un comportement viscoélastique. Voilà, on va dire, ça c'est l'état de l'art. Donc nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de regarder l'apport de la poroélasticité, donc de se défaire en fait de ce formalisme purement mécanique du solide. Regardez aussi comment est-ce qu'on peut quantifier l'endommagement, les dégâts qui sont faits à l'intérieur du crâne. Ça, c'est une question qui est importante aussi, même pour des applications. Et comment on peut se défaire aussi de tous les codes de calcul commerciaux et utiliser des codes de haute performance. Donc ça, c'est le troisième objectif. Donc l'avantage, c'est qu'on a une approche assez générique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir l'utiliser aussi sur d'autres applications. Bon, par contre, avec le cerveau, un gros souci, c'est qu'il y a très peu de données, en fait. Très peu d'expérience, très peu de données dans la littérature. Donc ça, c'est une difficulté. Et justement, les couleurs, ça représente quoi? Je crois que c'est les différentes zones avec des paramètres légèrement différents, parce qu'ils ont trouvé que en fait, c'est pas homogène le comportement du cerveau, donc ils vont un peu adapter leur modèle pour prendre en compte cette hétérogénéité. C'est les paramètres acoustiques. Voilà, on parle de densité, module d'élasticité et atténuation. Donc ça, c'est un modèle de Dublin. C'est le groupe de Michael Gilchrist qui est en Mechanical Engineering. Et donc, ils ont fait beaucoup d'études à la base de ce modèle. Je crois qu'il y a des années 2000 et des poussières. Okay. Ils ont sans cesse essayé de l'améliorer et de regarder des cas concrets, accidents je crois qu'ils ont regardé des chutes de gens qui tombent de cheval, des choses comme ça. Voilà. À la base, en utilisant un modèle de ce type. Voilà. Alors, donc ma présentation va paraître longue. Vite fait, je vais introduire l'élasticité, la viscoélasticité, la poroélasticité, et puis voilà. Donc, bon, alors l'élasticité, qu'est-ce que c'est? C'est simple, c'est par exemple ce câble-là. Voilà. Là, il est dans sa position initiale, et quand je le déforme, eh bien, il a une forme qui est à l'équilibre. Donc,
On va noter la position d'une particule dans la position initiale x0 et dans la configuration finale, on note xt, et donc le passage de l'un à l'autre, c'est la transformation de Lagrange, et donc le gradient de cette transformation, c'est ce qu'on note f, et ça quantifie les déformations. Donc bon, ce qu'on fait après pour étudier le mouvement, c'est qu'on écrit les équations du mouvement et la loi de comportement. Donc là, la loi de comportement, c'est une loi de comportement élastique, et donc élasticité, qui dit élasticité dit en fait les contraintes, les forces à l'intérieur de la matière sont une fonction de la déformation. Voilà. Donc ça, c'est l'élasticité. En tout point, en tout instant, les contraintes sont en fonction de la déformation. Bon, petit problème, c'est que en fait, dans la vraie vie, c'est pas ça. Sauf si on s'amuse juste à déformer des câbles. Mais on ne va pas faire ça. Ça, c'est une réponse qui est purement idéale, hein, parce que donc il y a quelque chose qui est instantané dans cette description mathématique. Il n'y a pas de dissipation et on est à l'équilibre. Bon, donc si on fait ça, on est très mal embarqué pour étudier les traumatismes crâniens. Donc, dans les matériaux réels, il y a plusieurs aspects. C'est que d'abord, il y a des aspects du comportement mécanique qui sont dépendants du temps et de la dissipation. Et ben, on est en équilibre. Voilà. Donc là, je vais présenter viscoélasticité et poroélasticité séparément. Bien sûr, on pourrait faire aussi un modèle poro-viscoélastique, mais ce n'est pas l'objet de cette présentation. La viscoélasticité, de façon assez générale, c'est la même chose que l'élasticité, sauf que, au niveau de la loi de comportement, la contrainte, sigma, n'est pas une fonction de la déformation. On a cette fois une dépendance qui est complètement fonctionnelle. Donc en fait, sigma, c'est une fonction de toute l'histoire depuis le Big Bang de la déformation. Et donc pour modéliser ça, on va utiliser soit des modèles à base d'équations différentielles, soit des modèles à base d'équations intégrales. Voilà. Et parfois, on peut passer de l'un à l'autre quand ça nous arrange. Voilà. Donc bon, voilà juste un petit topo sur la viscoélasticité linéaire en dimension 1. Probablement qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui connaissent ces choses-là, mais c'est juste pour présenter les choses. Donc, si l'élasticité linéaire, c'est la relation sigma égale E, epsilon, où sigma est la contrainte et epsilon est la déformation, en fait, on peut représenter ça par un ressort avec une raideur E. Voilà. Et de la même manière, en fait, on peut construire des modèles rhéologiques avec des viscosités donc, qui vont produire des modèles viscoélastiques. Donc, typiquement, la chose la plus simple, c'est d'ajouter une viscosité newtonienne. Donc ça, c'est le modèle de Kelvin-Voigt. Donc là, cette fois, c'est la dérivée en temps de la contrainte, qui nous donne le modèle de Maxwell. Et bien une combinaison des deux, c'est ce qu'ils appellent le standard linéaire solide. Et en fait, c'est ce genre de modèle-là, enfin des versions tridimensionnelles de ce modèle-là, qui est utilisé dans les codes de calcul comme Abacus, etc. Voilà. Alors, pour les solides mous, un des modèles, on va dire, les plus répandus, c'est ce qu'ils appellent la viscoélasticité quasi-linéaire. Donc le principe, en fait, c'est on prend une loi de comportement élastique non linéaire et puis on rajoute par-dessus de la dissipation viscoélastique comme on le ferait en viscoélasticité linéaire. Voilà. Donc, bon, alors ici, ça prend la forme suivante. Donc sigma, bon, c'est toujours une fonction de f, sauf que le tenseur S ici, c'est donc une contrainte. Hein. Eh bien, c'est un produit de convolution. Voilà. Donc, c'est un produit de convolution. Ça, du coup, ça décrit vraiment toute l'histoire de la déformation depuis le Big Bang. Et la fonction de relaxation qui est ici, G, donc en fait, c'est une fonction. Donc là, c'est Heaviside. Le H de T, c'est Heaviside. Donc, c'est une fonction causale. Et dedans, on a des termes exponentiels avec des paramètres G qui sont des petits paramètres positifs et des constantes de temps tau. Voilà. Et donc, ce sont les constantes de temps qui décrivent la vitesse caractéristique de la relaxation de viscoélastique. Voilà. Donc ça, on peut aussi réécrire de façon différentielle. C'est toujours mieux d'avoir des équations différentielles parce qu'en fait, personne n'aime résoudre des équations intégrales.
Notamment parce que si on veut calculer la contrainte sigma à l'instant t, en fait, il faut avoir stocké toute la solution depuis t égale 0 pour pouvoir calculer sigma. Alors qu'avec les équations différentielles, il suffit de rajouter une variable, donc là, j'ai noté SV, en fait, résoudre une équation différentielle, et puis la valeur de cette variable SV stockée au cours du temps nous donne la contrainte S. C'est juste, on va dire, une astuce de calcul. Voilà, passons aux détails. Donc la première chose qu'on a trouvé sur ce modèle-là, c'est qu'en fait, il est dissipatif. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ça peut paraître bête comme ça, mais en fait, personne n'avait montré qu'il était dissipatif avant, enfin, pas que je sache. Et donc, si l'énergie de déformation est convexe, bon, eh bien, on peut démontrer que le modèle est dissipatif. Trêve de blabla, revenons donc au traumatisme crânien. Alors, dans un matériau comme ça qui est viscoélastique non linéaire, il y a deux choses. Il y a la non-linéarité et la dissipation. Pour une onde qui se propage à partir de la frontière du bord du domaine, eh bien, en fait, au cours de sa propagation, si on considère un matériau qui est purement non linéaire, eh bien, la forme de l'onde va se distordre. Donc, si on commence avec un sinus, eh bien, plus l'onde va se propager et plus ça va plus ressembler à un sinus, mais plutôt à une onde en N. Voilà. Donc, avec apparition d'un choc. Donc, si ça, c'est la vitesse, encore une fois, quand il y a un choc, on a une discontinuité de la vitesse. Donc, les accélérations deviennent extrêmement grandes, enfin infinies. Voilà. Et là, à droite, c'est une petite image de dissipation. Donc, ce sont des sismogrammes. Donc, au cours de la propagation, on enregistre le signal au cours du temps. Donc, l'effet de la dissipation, c'est d'abord un effet de dispersion, en fait. On voit ici la queue du signal qui est étalée. Et on voit aussi que les amplitudes diminuent. Donc en fait, si on regarde les gradients, les pentes ici, elles décroissent au cours de la propagation. En fait, on a des effets qui sont en compétition, quoi. Donc, qui gagne? Telle est la question. Si c'est la non-linéarité qui gagne, on a une formation de choc. Si c'est la dissipation qui gagne, il ne se passe rien, tout est atténué et voilà, pas de choc. Donc, pour étudier ça, il y a une façon de faire qui est d'étudier les ondes d'accélération. Donc, en fait, ce que c'est qu'une onde d'accélération, c'est quelque chose de très simple. C'est un signal qui est, par exemple, constant à droite. Et à gauche, il n'est pas constant, mais il suit une évolution linéaire. Donc, par exemple, là, on pourrait avoir un sinus. Si on prolonge ici et qu'on rajoute un sinus derrière. Mais peu importe, parce qu'en fait, la seule chose qu'on va étudier, nous, c'est quelle est la vitesse de propagation de la discontinuité en point et quelle est la pente de cette discontinuité. Donc, en clair, si la pente, elle diminue, ça veut dire qu'on a une atténuation. Si la pente, elle augmente à l'infini, enfin, jusqu'à l'infini, et bien, ça veut dire qu'on va former un choc. Voilà. Alors, pour étudier ça, donc, on peut réécrire les équations sous la forme d'un système d'ordre 1, comme ici. Donc, on a une dérivée en temps, une dérivée en espace et des termes non linéaires. Et quand on étudie donc quand on calcule le saut de cette équation du mouvement, en fait, on obtient un problème aux valeurs propres qui nous donne la vitesse de propagation du point. Voilà. Et c'est une constante qui est valeur propre de cette matrice A. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez calculer avec un ordinateur. C'est facile. Et alors, l'autre chose qu'on sait, c'est que en fait, la pente, elle satisfait une équation différentielle de Bernoulli. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Si le coefficient oméga 2 est nul, en fait, on aura une relaxation exponentielle. Avec oméga 1 positif, ça veut dire que la pente elle va décroître exponentiellement, avec une constante 1 sur oméga 1. Donc, ça veut dire pas de choc. Maintenant, si oméga 2 est non nul, eh bien, pour certaines amplitudes, ça peut exploser. Donc, on va pouvoir avoir des pentes qui vont devenir infinies, c'est-à-dire formation de choc. Voilà. Donc, application numérique. Donc là, on a pris un modèle de solide viscoélastique, de manière qui est assez répandue pour les tissus mous du type cerveau. Donc, c'est un modèle qui va nous donner une non-linéarité cubique dans la partie élastique. Donc ça, c'est assez typique des solides mous.
Bon, eh ben, quand on fait ce calcul, qu'est-ce qu'on trouve? Les amplitudes, enfin les coins, ils font que de décroître, pas de choc. On a vraiment des croissances exponentielles, le coefficient oméga 2, il est nul. Voilà. Donc, c'est pas la bonne façon d'étudier les traumatismes crâniens, clairement, puisque ça nous apprend rien du tout. Quelle que soit la viscosité, on a toujours une domination des effets de dissipation sur le choc, alors, sur la linéarité liée au choc. Oui, alors c'est un peu plus subtil que ça. Parce qu'en fait, il faut vraiment s'imaginer ce que c'est que ce point qui se propage. C'est pas parce que le point s'atténue, il ne peut pas y avoir de choc après le front d'onde. Parce que l'étude des ondes d'accélération nous donne seulement une indication sur la pente au front d'onde, donc sur l'onde incidente. Mais juste après, qu'est-ce qui se passe? On n'en sait rien. Ah oui, d'accord. Donc, il peut y avoir des blessures malgré un coefficient. Voilà, c'est ça. Malgré un comportement comme ça, de type cubique, où les fronts d'onde s'atténuent, il peut quand même y avoir des choses qui se font. Donc, bon, alors, on a essayé autre chose. Donc ça, c'est plus une approche, on va dire, de physique mathématique à la russe, où on introduit un petit paramètre, qui est par exemple l'amplitude de la vitesse, et on redimensionne toutes les coordonnées pour garder que ce qui nous intéresse. Et donc, là, c'est fait en sorte pour justement pouvoir regarder ce qui se passe juste après le front d'onde. Donc, ce qu'on obtient en faisant ça, on obtient donc une équation différentielle scalaire avec une dérivée en espace, dérivée en temps. Et on retrouve le paramètre oméga 1 ici qui va donner une indication sur l'atténuation. Bon, C0, c'est la vitesse des ondes de cisaillement. Et là, on a bien une non-linéarité cubique. Donc, c'est bien ce que j'avais annoncé. Alors, ce qu'on voit ici, donc j'ai représenté l'atténuation. Pour différents, donc T0 en fait c'est le petit temps, le petit retard après le front d'onde. Donc T0 égale 0, en fait c'est l'onde d'accélération, c'est vraiment le courant. Donc pas de surprise, on retrouve la décroissance exponentielle, quelle que soit l'amplitude qu'on applique. Par contre, si on regarde un peu après le front d'onde, eh bien, on voit qu'il y a un effet de seuil. Donc là, sur l'amplitude inférieure, qui démarre, on va dire, à 20 mètres seconde carré, quand on regarde ce qui se passe juste après, en fait, ça ne change pas la face du monde, puisqu'on va toujours avoir encore une décroissance exponentielle, donc pas de choc. Par contre, pour l'amplitude supérieure, là, celle qui démarre à plus de 40 mètres par seconde carré, eh bien, quand on regarde juste après, le front d'onde, ben, les accélérations, en fait, elles augmentent, et elles augmentent même beaucoup, jusqu'à l'infini. Donc ça, c'est typiquement signe de formation d'un choc. Donc on a une sorte de comportement de seuil, une sorte d'amplitude limite, d'accélération limite, que si on l'applique au bord du cerveau, eh bien, en dessous de cette accélération, il n'y aura pas de choc, et au-dessus, il y en aura. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est, je pense, intéressant du point de vue de l'étude des traumatismes crâniens. Donc, vous pouvez vérifier cette affirmation, parce que là, on a fait pas mal d'approximations pour arriver à ça. Donc, on a fait des simulations numériques. Donc, ça, c'est une simulation numérique par volume fini. Toujours pareil, on plane, on l'applique en y égale 0, et l'onde se propage vers la droite. Donc, on a deux amplitudes. Une amplitude qui a une accélération de 4 fois l'accélération de la pesanteur, 4G. Et donc, non, ce n'est pas 5G, c'est au-dessus, c'est 6,1G. Donc, les droites, les droites en pointillé, ce sont en fait les pentes du front d'onde. On peut voir là que, au cours de la propagation, les pentes du front d'onde sont toutes décroissantes. Par contre, eh bien, il peut y avoir formation de choc juste après le front d'onde. Comme on peut le voir donc, sur la courbe la plus foncée, à l'amplitude la plus grande, eh bien, après le front d'onde, eh bien, boum, formation d'une discontinuité. Alors qu'à l'amplitude inférieure, pas du tout. On a même l'impression que si on avait continué la simulation, eh bien, tout se serait atténué, parce que si on regarde les pentes du signal, elles font que des trois. Non. Donc ça, quelque part, ça valide notre résultat obtenu analytiquement. Donc, visiblement, les pentes décroissent, voilà, sur le front d'onde. Par contre, après, il peut y avoir formation de choc, et on a cet effet de seuil
sur les amplitudes qu'on applique aux matériaux. Voilà. Donc, en résumé, voilà, donc mon linéarité, il y a une sorte de compétition entre mon linéarité et ça y est, j'ai trop eu des effets antagonistes. Et on a formation de choc avec un seul. Bon, ça. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe si c'est au lieu d'être un matériau viscoélastique, c'est un matériau poroélastique? Telle est la question. Donc, ce sont des travaux relativement récents, je dirais, qui concernent la poroélasticité du cerveau, parce que historiquement, l'essentiel de la littérature était purement élastique. Voilà. Donc, il y a très peu d'études expérimentales sur le sujet, mais il y en a quelques-unes, et notamment aussi des modèles. Donc, un modèle de cerveau, on va dire biphasique, ça consiste à dire que le tissu du cerveau est composé d'une phase solide et d'une phase fluide, et que les deux sont couplés. Voilà. Donc, ça nous donne un matériau biphasique. Vous faites jamais de manip? Jamais. Ok. J'en ai jamais fait, je ne sais pas. Et dans le département à Gaulois alors, pas dans le département de maths, mais on a des collègues en physique qui font des manips. Là-dessus alors, non, là-dessus, non. Alors, si on en a une qui fait des manips en statique, avec des machines de torsion. Ah, en statique. En statique. Okay. Et on a un collègue en physique. Alors, lui, je crois qu'il fait avec des ondes, mais je ne sais plus ce qu'il fait. Je pense qu'il fait de l'imagerie. Je ne sais pas trop. D'accord. Mais bon, ce sera l'occasion de visiter son labo et de lui poser plus de questions, j'en sais rien. Voilà. Ok. Mais à proximité immédiate de là où je travaille, non, il n'y a pas de gens qui ont regardé ces choses-là. Bon, alors pour faire simple, la différence avec l'élasticité, c'est que maintenant, une particule qui est positionnée en X à l'instant T, elle peut venir de la phase fluide ou de la phase solide, c'est-à-dire qu'à l'instant T 0, elle était peut-être en XF ou en XS. En fait, ça c'est une vue de l'esprit, hein, parce que dans un vrai matériau poreux, on n'a jamais du fluide et du solide au même endroit, au même instant. Mais dans un modèle de milieu continu, il n'y a pas de discontinuité de phase. Donc en fait, les deux phases sont superposées au même endroit, au même instant. Par contre, ce qui va changer, ce sont les fractions volumiques. Donc on aura, par exemple, dans un cas purement solide, on aura une fraction volumique de fluide qui sera nulle. Et dans un cas purement fluide, on aura une fraction volumique de solide qui sera nulle. Et la fraction volumique de fluide, c'est ce qu'on appelle la porosité. Voilà. Ok. Alors, là, c'est de la porosité ouverte où oui, le fluide peut circuler librement. Tout à fait. Et c'est pas de la porosité solide non plus. Il y a une des phases qui est liquide. Oui, tout à fait. On pourrait imaginer une porosité solide. Oui, tout à fait. Oui, ça existe. Oui. Okay. C'est matériaux composites en fait. Ouais. Donc là, c'est solide fluide. Oui. Ça marche. Et ouvert, porosité ouverte. Okay. Alors, bon, après, quelque part, on suit la même approche. Donc, on va écrire les équations du mouvement, les lois de comportement. Alors, petit aparté sur l'incompressibilité. En matériaux poreux, c'est un peu, on va dire, dans la tradition d'écrire des modèles où le fluide et le solide sont incompressibles, parce que ça simplifie beaucoup les expressions des lois de comportement. Alors, c'est pas parce que les deux fluides et solides sont incompressibles que le matériau poreux est incompressible. Ben, en effet, si je prends une éponge polymère, c'est assez peu compressible, hein, c'est un solide qui est très mou, donc c'est plutôt incompressible. Qui est saturé d'eau, l'eau, on va dire, c'est incompressible aussi, et ben on peut quand même comprimer l'éponge quand on fait la vaisselle. Donc le matériau poreux, lui, est compressible parce qu'on peut changer les fractions volumiques de fluide et de solide en extrayant de l'eau du matériau. Voilà. Et donc, en fait, c'est exactement ces hypothèses-là que j'ai faites pour le cerveau, puisque c'est des choses qui sont communément faites, et puis on est un peu dépendant de la littérature là-dessus, donc on n'avait pas le choix. Bon, alors, je vais passer vite fait sur les équations, c'est pas l'objet. Hein,
Donc la première équation qu'on écrit, c'est une équation qui gouverne la déformation du solide. La deuxième, c'est la conservation de la masse pour le fluide. La troisième, c'est la conservation de la masse pour le solide. Mais comme on a supposé qu'il y a saturation en fait, du solide et du fluide, ça veut dire que en fait, les fractions volumiques s'additionnent. Donc la fraction volumique de solide, c'est 1 moins la fraction volumique de fluide. Ce n'est pas toujours le cas, on pourrait très bien avoir une phase gazeuse en plus, mais là, on est dans un poreux saturé. Voilà. Et donc ensuite, les équations du mouvement, ben, il y en a deux. Il y en a une qui est pour la phase fluide et une pour la phase solide en dessous. Donc les paramètres qui sont ici, donc on a les densités ρ pour le fluide, pour le solide. Ça, c'est le paramètre de tortuosité, qui est un des paramètres de la théorie de Biot. Et alors les petites n, c'est la fraction volumique de fluide. Ça. Donc ça, en fait, c'est la porosité. Et donc la force qu'on a à droite, donc ici, ça c'est la force d'interaction entre le fluide et le solide. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, ça c'est l'équation du mouvement pour le fluide. Et la force qu'on ajoute ici, c'est une force qui est proportionnelle à la différence de vitesse entre le fluide et le solide. Donc c'est une force de friction à la Coulomb. Elle s'oppose au mouvement du fluide par rapport au solide. Voilà, donc ça c'est typique pour les matériaux poreux. Donc ici, le paramètre Kf, c'est la perméabilité. Bref. Donc quand on linéarise ça, on obtient la théorie de Biot, mais on obtient la théorie de Biot pour un fluide et un solide incompressible, bien sûr, puisque c'est les hypothèses qu'on avait faites au départ. Et dans ce cas, il y a deux types d'ondes qui peuvent se propager. On a une onde de cisaillement, S, donc qui correspond à la courbe rouge, et une onde de compression, P, qui correspond à la courbe bleue. Donc, en haut, c'est la vitesse de phase, et en bas, c'est l'atténuation. Donc, bon, alors l'onde de cisaillement, en fait, sa vitesse, elle est assez peu dépendante de la fréquence. La théorie de Biot, c'est un modèle qui est valide à basse fréquence. Donc, en fait, les effets de dispersion qui sont observés à plus haute fréquence ne sont pas reproduits par cette théorie. Là, la droite verticale, c'est une fréquence critique, quelque part, qui identifie la validité du modèle de Biot, c'est-à-dire que on peut pas, le modèle de Biot n'est plus valide à des fréquences bien plus grandes que cette fréquence critique. Voilà. Et donc, bon, on a aussi une atténuation sur l'onde de cisaillement du fait du couplage entre le fluide et le solide. Donc, cet effet de friction entre le fluide et le solide, en fait, va aussi avoir une influence sur les ondes se propageant plutôt dans la phase solide. Et la courbe bleue, ben, c'est l'onde de compression. Donc, c'est l'onde du monsieur qui sort son éponge. Donc, vous penserez à ça la prochaine fois que vous ferez la vaisselle. Alors, nous, on a trouvé expérimentalement qu'il y avait deux ondes de compression. Ah d'accord, ça c'est il y en a une qui est la vraie onde de compression due à la compressibilité du solide et du fluide. Alors, nous, on l'interprète comme ça, c'est qu'il y a une onde de compression qui va voyager dans le liquide principalement, oui. Donc à toute blinde, puisque l'eau est presque incompressible, et puis une beaucoup plus lente qui voyage dans la phase solide. D'accord, donc celle-là beaucoup plus lente, c'est celle-là. C'est la bleue, la P. Ah ok, d'accord. Parce que comme le solide est incompressible, en fait, il n'y a pas celle qui propage à tout très vite. Elle n'est pas dans Ah oui, bien sûr. Voilà. Ok, très bien. Ça marche. Voilà. Alors le deuxième truc, c'est que nous, on trouve une dispersion énorme sur l'onde de cisaillement. D'accord. Qui est due, on pense, au fait qu'à basse fréquence, le solide va se désolidariser de l'eau. Donc, le solide va pouvoir va ressentir... Attends, je recommence, parce que c'est le contraire. C'est ça qui est bien avec la théorie de Biot, on peut expliquer tout et son contraire. Non, donc finalement, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'à haute fréquence, on pense que le solide se déplace, mais ça va à l'encontre de la friction dont on vient de parler, c'est ce qui m'embête. Mais on pense que le solide se déplace sans sentir la phase liquide. Et du coup, il y a une densité qui est très faible, la densité effective vue par l'onde. C'est comme ça qu'on l'explique. Et donc, on a des vitesses assez élevées. Plus on descend en fréquence, et puis plus
le solide va embarquer l'eau avec elle. Ok. Et donc sa densité va gagner. Et donc ça fait énormément de différence si on compte l'eau ou pas l'eau. Et donc c'est pour ça que nous, on trouve et on pensait pouvoir expliquer des courbes de dispersion énormes sur l'onde de cisaillement. D'accord, ok. Ben, ça, c'est intéressant. C'est peut-être d'ailleurs une des limites de la théorie de Biot telle qu'elle est présentée là. Donc en fait, cette fréquence critique là, elle dit quoi? C'est une histoire de couche limite. Quand on prend un port, pas un port, non, Ah ouais. un port, hein, Ni un port d'ailleurs. effectivement, et qu'on compare la couche limite visqueuse à l'interface fluide-solide et la taille caractéristique de ce port, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a un changement brutal de comportement au moment où la longueur d'onde, enfin la longueur de couche limite visqueuse est à peu près de la même taille que la taille du port. Parce que dans ce cas-là, on se retrouve avec un écoulement de Stokes, et donc on n'est plus dans le cas inertiel décrit par la théorie de Biot. C'est pour ça c'est une théorie qui est plutôt valide à basse fréquence. Et donc peut-être que les effets de dispersion qui sont observés à haute fréquence, en fait, on ne peut pas les reproduire à cause de ça. Ah, ne sont pas dans ce régime-là de longueur critique. Ah ouais, c'est tout à fait possible. Ok, super. Enfin, c'est mon explication. Après, je ne sais pas, je vais regarder en détail. Voilà. C'est bien. Là, du coup, on a à basse fréquence, l'onde de cisaillement va plus vite que l'onde de compression. Oui, parce qu'en fait, l'onde de compression, elle ne se propage pas à fréquence nulle. Elle n'existe pas à fréquence nulle. À la fréquence nulle, c'est-à-dire en statique, on retrouve que du cisaillement. L'onde de compression lente, d'ailleurs c'est pour ça qu'on dit lente, en fait, parce qu'elle se propage moins vite déjà que l'onde de compression rapide. Mais en fait aussi, elle ne se propage pas à basse fréquence. Et alors, ça c'est aussi quelque chose qui est intéressant pour cette onde lente, c'est qu'en fait, à toute basse fréquence, on ne peut pas l'observer parce qu'elle se propage à vitesse nulle. Par contre, à mesure qu'on va augmenter la fréquence, eh bien, peut-être qu'on va pouvoir l'observer parce qu'elle va avoir une vitesse qui sera différente de l'onde de cisaillement. Hein. Bon, bien sûr, si elles ont la même vitesse, ce sera difficile de dire qui est qui, à moins d'avoir vraiment un dispositif expérimental qui permette de le déterminer. Et à mesure qu'on augmente encore la fréquence, il y a un moment en fait, où l'atténuation de l'onde de compression devient extrêmement grande. Donc, plus on augmente la fréquence, plus on peut l'observer, mais moins on peut l'observer parce qu'elle sera de plus en plus atténuée. Donc, il y a une sorte de compromis à trouver quand on fait une manip de poroélasticité. Il ne faut pas que la fréquence soit trop petite et qu'elle ne soit pas trop grande non plus, parce que sinon on risque de ne rien voir du tout. Ouais. Ben, nous, on n'a pas réussi à observer l'onde de compression à des vitesses plus faibles que l'onde de cisaillement. Je ne sais pas, tes manips non plus. Non. Par contre, on a bien observé le moment où les deux convergent, c'est-à-dire que la fréquence, elle est nettement plus élevée, et puis à mesure qu'on descend en fréquence, les deux convergent vers la même valeur. Mais on n'a pas réussi à voir le croisement et puis monter qui descend. Ok, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire là-dessus? Ah si, ce qu'il y a à dire justement, c'est que contrairement à des ondes de compression de l'élasticité compressive, bien là, les vitesses en fait sont à peu près d'ordre comparable. On a 2,5 mètres par seconde, 5 mètres par seconde au plus haut pour l'onde de compression. C'est quelque chose qui est remarquable et donc en fait, ça veut dire qu'on peut utiliser les mêmes appareils pour mesurer les deux. Voilà. On n'est pas dans des gammes de vitesse qui ont des ordres de grandeur complètement différents. Et là, ce que j'ai utilisé, c'est des données de la littérature. Donc, en fait, c'est extrêmement critiquable puisque les paramètres que j'ai utilisés pour passer ces courbes, ils ont été obtenus sur des expériences quasi statiques de compression de matériaux poreux. Donc, effectivement, c'est à prendre avec des pincettes parce que les manips dans le cerveau n'ont pas été faites dans ces gammes de fréquences, elles ont été faites à la fréquence nulle. Voilà. Voilà. Alors bon, même
même chose, on regarde l'évolution des coins, et voilà ce qu'on obtient. Donc, pour l'onde de cisaillement, on obtient donc toujours une décroissance comme ça. Donc, pas de choc, a priori, enfin, en tout cas pas sur le front long. Et pour l'onde de compression, on obtient quelque chose de beaucoup plus non linéaire, puisque effectivement, il y a une sorte d'amplitude, d'accélération critique, à partir de laquelle l'onde de compression devient une onde de choc. Donc, bon, est-ce qu'on peut en conclure qu'il faut prendre en compte la poroélasticité dans le type des traumatismes crâniens? Ben, j'en sais rien. Parce que peut-être que oui, peut-être que non. Hein. On va faire une réponse de Normand. Parce que tout simplement, il n'y a pas eu vraiment de simulation de traumatisme crânien qui ont été faits avec un comportement poroélastique à ce jour. Et puis même de même, on n'a pas de données expérimentales vraiment calibrées dans un régime de fréquence correspondant à des traumatismes crâniens. Bon, d'abord parce qu'on n'a pas le droit de taper sur les gens. Hein. Donc, il faudrait faire des expériences sur des cadavres. C'est pas quelque chose qu'on trouve encore dans la littérature, mais j'espère peut-être un jour d'avoir des données un peu plus fiables que ce que j'ai là. Donc voilà, c'est à prendre avec des pincettes. Donc voilà ce qu'on a vu. Passons à la conclusion. Donc il y a d'autres choses que je n'ai pas présentées. Donc ça, c'est des travaux en cours. On travaille avec un groupe à Librain à Tours, qui ont des manips, je crois que c'est de l'élastographie aussi, où en fait ils ont mesuré la viscosité, en plus de mesurer le module de cisaillement. Et donc ils ont conçu une expérience d'acousto-élasticité de gel, où en fait on vient comprimer une colonne de gel, et comme ça on va mesurer la variation des paramètres mesurés par l'élastographie, donc ce module de cisaillement et la viscosité, en fonction de la contrainte qui est appliquée. Voilà. Et donc ce qu'on a trouvé en fait, c'est que les théories viscoélastiques classiques ne permettent pas de reproduire l'évolution des paramètres mesurés par l'expérience. Donc on a été obligé de modifier un peu les modèles pour obtenir quelque chose qui est cohérent avec les expériences. Voilà. Et en ce moment, je suis en train de faire du code. Donc, le but à terme, c'est de faire une simulation de traumatisme crânien avec des paramètres vachement contestables, mais quand même, pour voir si la poroélasticité est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte quand on parle de traumatisme crânien. Là, ce sera un code volume fini, sur une grille cartésienne, donc aucun intérêt pour les applications, on va dire, d'ingénierie réelle, puisque on est contraint par la géométrie, mais l'avantage, c'est que c'est nous qui faisons tout, donc ce sera open access, et voilà. Mais est-ce qu'on peut dire quand même que si on prend la porosité en compte, on a beaucoup plus de dissipation? Est-ce que la porosité génère plus de dissipation? Ah, ça, c'est sûr, ça rajoute c'est un phénomène dissipatif en plus. Carrément. Mais en plus de ça, ce qui est intéressant, c'est que ce que montrent les premiers calculs que j'ai faits, c'est que on rajoute aussi un peu. D'abord, on rajoute une onde qu'on n'avait pas avant, et que cette onde, elle est non linéaire aussi. Donc, ça complique beaucoup le problème. Mais pour ce qui est de l'hypothèse non-linéarité égale traumatisme crânien, j'ai envie de dire que à première vue, on ne peut pas complètement la négliger, puisqu'elle rajoute de la dissipation, elle rajoute de la non-linéarité, la poroélasticité, sans quelque chose qu'il faudra prendre en compte, au moins sur la base des données qu'on a dans la littérature pour l'instant. Peut-être que des expériences futures montreront que ce n'est pas le cas. Hein. Voilà. Donc, et pour après, donc qu'est-ce qui m'attend? Alors, il m'attend deux sujets essentiellement. Le premier, c'est la quantification des blessures. Donc ça, on va essayer de développer un modèle, notamment qui va permettre de modéliser le gonflement, donc les hématomes. Ça existe dans la littérature. Le problème, c'est qu'en fait, les modèles existants
sont découplés du traumatisme. Donc en fait, on a des modèles de gonflement, mais sans traumatisme. Donc c'est quelque chose de assez limitant. Nous, on aimerait bien que si on fait une simulation de traumatisme crânien, savoir est-ce que ça va gonfler ou pas. Donc il faut un modèle pour ça. C'est pas trop, enfin, je ne l'ai pas vu dans la littérature pour l'instant. Donc, à voir, on va essayer de se baser sur des considérations physiques, en tout cas de ce qui est connu pour l'instant de la cause de ces hématomes. Alors, je n'ai pas encore regardé la littérature, donc je ne sais pas pour l'instant. Mais le but, c'est de se rapprocher un peu de la vérité là-dessus. Et le deuxième élément, c'est de repartir en fait des modèles de tête de la littérature et puis de les améliorer. Donc, les améliorer comment? En utilisant des méthodes numériques qui sont plus adaptées à la simulation de propagation d'ondes, en fait des méthodes numériques qui viennent de la mécanique des fluides, plutôt que les méthodes numériques qui viennent de la mécanique des solides, qui sont plus adaptées au calcul des solutions statiques. Voilà. Donc, ça, c'est une autre partie de mon projet, et pour ça, je vais travailler normalement avec l'Université de Trente en Italie, où il y a un groupe qui est très... qui a beaucoup d'expertise sur les méthodes numériques de mécanique des fluides. Voilà. Tous les ordinateurs qu'on voit là. Donc ça, oui, c'est un cluster qui est en Allemagne, il me semble. Voilà. Oui, la mécanique des fluides, c'est compliqué. Oui, mais c'est vrai qu'en mécanique des solides, on utilise beaucoup Abacus comme sol parce que souvent, quand on plie quand on a déformé d'une poutre, c'est un polynôme. Éventuellement, les mécaniciens du solide diront ouais, mais là il y a une instabilité. Ok, bon, ça ressemble un peu à un sinus. C'est quand même des choses qui marchent très bien en éléments finis parce que les éléments finis c'est basé sur des polynômes. Quand on calcule le nombre de chocs, on a un problème dynamique. Tout de suite, on est beaucoup plus proche en fait des problématiques que rencontrent les mécaniciens des fluides, et c'est pour ça qu'il faut des méthodes adaptées. Okay. Et en volume fini, on peut facilement introduire de la porosité. Donc ça, c'est en cours. Normalement, je devrais le savoir bientôt. Je pense qu'effectivement, c'est pas trop compliqué de le faire. Ouais. Parce que tôt ou tard, quand on va vouloir se rapprocher de la réalité, il va falloir abandonner un peu tout ce qu'on a fait sur les ondes planes, même si ça permet de dégrossir le problème. C'est clair, c'est clair. Non, mais de toute façon, le but de développer aussi un code 3D, c'est justement de pouvoir se rapprocher d'une géométrie plus compliquée et sans perdre la physique non plus. Donc, c'est un gros challenge, mais il me reste encore 2 ans de financement. Voilà, merci pour votre attention, et puis je suis heureux de répondre à vos questions si vous en avez. Merci Harold. Merci. Des questions? Ouais. En fait, moi, je suis pas du tout dans le domaine, mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est en mécanique des fluides, quand tu disais du Oui. C'est le code source que tu écris. C'est dans quel langage, par exemple? Ok, alors, bon, j'ai un peu navigué entre différents langages de programmation. Pendant ma thèse, je codais en C++. Mais récemment, je me suis mis à Julia. Je trouve que c'est un peu un mix entre MATLAB et les langages de programmation à l'ancienne. Donc, je trouve que c'est pas mal. C'est complètement open source aussi. Après, je serais un peu contraint aussi par ce que font mes collègues de mécanique des fluides. Donc là, ce code, ces collègues de l'Université de Trente, ils ont développé un code assez général en fait pour tous les problèmes de propagation d'ondes qui peuvent s'écrire sous une certaine forme. Donc, bon, je ne sais pas exactement en quoi il a été développé ce code, mais d'une manière ou d'une autre, si je veux l'utiliser un jour, il faudra que je m'adapte à leur environnement. Mais c'est un code qui a été parallélisé, qui tourne sur cluster et qui est vraiment optimisé pour le calcul de performance. Donc là, on est à des années-lumière de Abacus. Voilà. C'est parce que juste j'ai utilisé OpenFOAM, c'est en mécanique des fluides. Oui. Et il y a pas mal de modèles en porosité, si jamais. Ah oui, OpenFOAM, effectivement, est très tourné là-dessus. Ouais.
Voilà, c'est juste OpenFOAM, c'est un code volume fini. que j'ai fini. Effectivement, c'est assez proche de ce que j'envisage de C'est faire. ça, je crois d'avoir vu un peu. Oui, oui. Effectivement. OpenFOAM, c'est un rapport avec les mousses? Pas du tout, c'est juste un acronyme pour faire rigolo. Non, non, pas du tout. Je crois que c'est un acronyme, oui. Ah oui, c'est un acronyme, rien à voir avec la porosité des mousses. Ok, ça marche. C'est dommage. Je te montrerai des manips qu'on a faites dans des mousses. D'accord, ok. D'autres questions? Est-ce que dans les gels, on peut avoir de non payantes? Je pense pas. Alors j'ai envie de dire non, mais après, Question piège. j'ai pas la preuve là sous les yeux, mais à mon avis, non. Voilà, parce qu'il y a une perméabilité quand même dans les gels, en gel Grégard, l'eau peut rentrer, peut sortir. C'est vrai, c'est vrai. Oui, en quelque part, un gel, c'est aussi un. Alors, c'est peut-être une question de à quelle échelle on va le regarder. À l'échelle macroscopique, on a l'impression que c'est monophasique. Peut-être que si on regarde à une échelle plus fine, on retrouverait. Je ne sais pas à quoi ça ressemble de près, un gel. Ouais. Mais peut-être qu'effectivement, il y aurait des effets multiphasiques ou une sorte de microstructure du gel qui est complètement inconnue, mais qu'on n'a pas l'impression de la voir quand on regarde un gel comme ça à l'œil nu à l'échelle macroscopique. Ouais. Il semblerait quand même qu'il y ait de la migration de Ok. liquide à l'intérieur et qui ouvre la voie à effectivement une description en termes de milieu poreux. Ok, Ouais, avec des secondes lents. d'accord. Bon, on espère. Alors moi j'ai une question un peu absurde pour terminer. Pourquoi tu as mis Astérix et Obélix en train de fabriquer Obélix en train de fabriquer un menhir là? Quel est le rapport? Alors ça, c'était juste parce que il faut mettre. J'aime pas les slides où il n'y a rien dessus. Donc, Tiens, je vais mettre ça, en fait, c'est pour ceux qui lisent Astérix, c'est le truc qui est sur le dos des albums, mais ils listent tous les points, enfin, les albums. Donc ça fait un peu ouais. voilà, les points importants à retenir. Voilà. D'accord. C'est pour marteler le discours. Voilà. Très bien. À distance, est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y en a pas, c'est votre dernière chance. Eh ben, on va encore te remercier, Harold. Et puis on va continuer. Donc, merci. Anthony, tu peux arrêter l'enregistrement.